Aujourd'hui, ça va surtout se passer sur l'interface d'InfoWorks ICM, mais globalement, on va vous parler des dernières nouveautés qu'il y a eu dans les 3 dernières versions. C'est pas une liste exhaustive aujourd'hui, forcément, sinon il faudrait 3 jours pour tout vous présenter. Cependant, vous avez la possibilité de télécharger les documents complets des nouveautés de la version 10.5, 11.0 et 2021.1. On les a mis en place sur le webinaire. Normalement, ils sont également aussi sur la plateforme Géomode que vous pourrez télécharger. Et si toutefois, vous n'arrivez toujours pas à les avoir, vous pouvez nous envoyer un mail à hydro@geomode.fr pour qu'on fournisse ces documents. Donc, la première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est la numérotation. On est passé des versions 10.5, 11.0 à 2021.1. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que en novembre de l'année N, on aura la version N+1.1. Et en avril de l'année, du coup, N+1, on aura la version N+1.2. C'est-à-dire qu'en avril 2021, on aura la version 2021.2. Pour le reste, je vais passer sur ICM. La première chose dont je voulais vous parler, et dont on voulait vous parler, c'est l'intégration du moteur Swim 5 dans ICM. Aujourd'hui, ICM devient un outil 2 en 1 puisque vous avez toujours le moteur InfoWorks et vous avez en plus le moteur Swim 5. Donc ça, c'est disponible depuis la version 10 ou 10.5, je ne sais plus. Ça se traduit premièrement lorsque vous allez créer de nouveaux objets. Vous allez avoir les objets InfoWorks, importer des objets InfoWorks, mais ici, vous allez également trouver des objets Swim. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut noter. Donc on retrouve exactement souvent les mêmes menus, on reste toujours dans la même interface, le même principe de construction, etc. Ce qu'on peut également noter, c'est la possibilité, lorsque vous avez un réseau, donc j'ouvre un réseau urbain, un standard, pour que vous voyez qu'il y a bien quelque chose dedans, on va pouvoir exporter les modèles ICM vers des fichiers Swim 5. Donc simplement, on va pouvoir choisir un scénario s'il y en a, et on va exporter ce fichier. Ça veut bien charger. Sur le bureau, on va créer un fichier INP. On va pouvoir générer ce fichier qui, par la suite, va pouvoir permettre, il ne veut pas décidément, va pouvoir permettre de le réimporter dans d'autres logiciels, bien évidemment. Inversement, si vous avez des fichiers Swim, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'importer ces fichiers comme objet Swim ou comme objet InfoWorks. Si vous voulez importer un objet Swim, simplement, on va créer un nouveau réseau Swim. Donc, je crée un nouvel objet Swim, comme on ferait avec InfoWorks ICM. On va l'ouvrir. Et comme avec InfoWorks ICM, on retrouve des menus, dont le menu réseau, et on va pouvoir importer ici des données. Dans réseau, importer, on va pouvoir importer un modèle texte Swim 5. Vous avez également pour ce qui est logiciel Swim d'Innovice, vous allez pouvoir importer directement des modèles XP Swim, XP Storm, etc. On a également la possibilité de transférer dans InfoWorks ICM des modèles Swim existants en modèle InfoWorks et inversement. Tout simplement, toujours dans le menu réseau, importer, dans modèle, vous avez importé un réseau InfoWorks. Simplement, on va glisser l'objet InfoWorks ici et on va être en mode Swim. Et inversement, quand on a un modèle InfoWorks, on va pouvoir faire la même chose dans l'autre sens. Donc, vous avez une vraie flexibilité entre le mode Swim et le mode InfoWorks. Attention, cependant, pour le fluvial, si on parle vraiment de modèle Swim et pas Swim, c'est pas fait pour du fluvial, donc tout ce qui est section à travers, etc., ne s'importeront pas forcément très bien.
Par contre, si on parle de modèle XP Swim, ça fonctionnera mieux. La même chose, c'est que tout ce qui va être 2D ne sera pas encore importé, ce n'est pas encore pris en charge. Cependant, dans les prochaines versions, ce sera à venir et on va pouvoir faire du 2D avec des modèles Swim dans InfoWorks ICM. Ce sera le 2D d'ICM d'InfoWorks qui est plus puissant et on pourra également échanger de la même manière. Voilà ce qu'il en était pour l'échange Swim. La prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est la vue 3D. Alors, au niveau de la vue 3D, on a une énorme amélioration de ce qu'on peut avoir. Donc, notamment lorsqu'on fait une vue 3D sur des modèles 2D. Donc, on avait l'habitude, lorsqu'on a un modèle 2D, je vais zoomer un petit peu, d'avoir une vue 3D assez moche avec un effet écaille de tortue. Tout ça a été lissé, donc je vais vous montrer simplement dans les options comment passer en mode lissé pour que vous ayez un meilleur rendu en vue 3D. Alors, de manière standard, on avait cet effet un petit peu, voilà, écaille de tortue. Et donc sur les vallons, il faut dire que c'était assez moche. Et pour présenter ça à des clients, à des décideurs, c'est pas forcément la meilleure chose qui soit. Donc maintenant, on a la possibilité d'afficher une vue lissée du 3D. Donc ce qui va donner quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus montrable, je dirais, à tous vos clients et à tous vos décideurs. Il y a également diverses options. Donc, pour afficher cette vue-là, simplement, quand vous avez chargé une vue 3D, on va faire clic droit sur l'écran, propriétés, et on va avoir différentes options d'affichage. Donc, il y a toujours des options qui étaient déjà là, mais on a une nouvelle zone sur le 2D. Donc, on va cocher Smooth pour que ce soit lissé. Vous avez des options quand vous avez des résultats au niveau de l'affichage de l'eau. Donc, si on a quelque chose de transparent ou avoir également un gradient de votre thématique. Donc, si vous ne mettez pas de gradient, vous allez vraiment voir le contour de toutes vos couleurs, alors que si vous avez un gradient, vous allez avoir un beau dégradé de bleu, par exemple. Vous avez également la possibilité de voir les mailles avec cette option. Donc, on va voir comment, en fait, ça a été lissé. On va pouvoir voir un petit peu plus la géométrie. Donc, au bon vouloir de chacun d'afficher ou pas cette option. Donc, je trouve cette nouvelle fonctionnalité assez intéressante et c'est vrai que la vue 3D est parfois sous-estimée et parfois pas utilisée. Et c'était notamment le cas en 2D puisque c'était pas forcément très joli à voir. Aujourd'hui, on peut quand même avoir des rendus sympas. Toujours en restant sur le 2D, une fonctionnalité dont j'aimerais vous parler, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a commencé à être introduite en version 11.0 et qui a été officiellement lancée dans la dernière version 2021. Il s'agit de la nouvelle méthode de maillage qui s'appelle le clip meshing. Lorsqu'on est donc dans la zone 2D, vous avez ici génération du maillage. Vous allez pouvoir choisir entre classique et clip meshing. Donc maintenant, par défaut, c'est clip meshing. Donc cette méthode de maillage est censée être plus rapide, plus performante. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des maillages qui vont se former beaucoup plus rapidement, et notamment lorsque vous faites des modifications, puisqu'en fait le mailleur va garder toutes les mailles qui ont déjà été faites et remailler à l'endroit de la modification. Cependant, jusqu'à nouvel ordre, je vous déconseille d'utiliser cette méthode de maillage, notamment si vous utilisez des zones de maillage. On a détecté un bug il y a 1 ou 2 jours où les zones de maillage ne sont pas bien respectées.
Donc, pour le moment, on va vous déconseiller d'utiliser cette méthode-là pour éviter que vous ayez des soucis au maillage. Donc, simplement, pensez bien à passer en méthode classique et pas rester en clip meshing. Petite subtilité, en fait, de la méthode clip meshing. Quand vous avez des zones de maillage, vous avez ici la possibilité de faire une modification de la cote TL. Donc, si vous ne mettez pas de modification de la cote TN, simplement en méthode clip meshing, vous n'allez pas avoir de suivi du contour. Vous allez simplement redéfinir la taille des éléments, mais vous n'allez pas avoir de ligne de contrainte appliquée. Si vous voulez que la ligne de contrainte s'applique, il va falloir forcément mettre raise or lower pour mettre une modification de code TN avec au pire une élévation de 0 pour ne pas avoir vraiment de modification. Dans ces cas-là, le clip meshing va prendre en compte les lignes de contrainte, de contour de votre zone de maillage. Excepté que nous avons détecté un bug, comme je vous le disais il y a quelques instants, avec cette méthode-là, où à certains endroits, la méthode classique suit le contour, alors que la méthode clip meshing, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose qu'on a détecté, on a informé Innovaze hier et aujourd'hui à propos de ça. Ils sont en train de faire en sorte qu'il n'y ait plus de soucis. Donc, on le rappellera, on fera un mailing à ce sujet-là. Pensez pour le moment à rester sur de la méthode classique si vous utilisez des zones de maillage. On vous tiendra informé du déroulé des choses lorsque vous pourrez réutiliser cette méthode sans aucun problème. La dernière chose que je voulais vous montrer avant de passer la main à Malo pour qu'il vous montre d'autres fonctionnalités, c'est une fonctionnalité reliée à la qualité de l'eau, et notamment au niveau des coliformes. Donc, les coliformes ont un taux de dégradation qui est calculé par un paramètre T90. Donc, cependant, ce paramètre est vraiment relié à tout ce qui est radiation solaire et donc, normalement, il est censé avoir un taux de dégradation qui est amoindri la nuit. Et donc, on a cette nouvelle fonctionnalité qui est possible, c'est-à-dire que de définir 2 T90 selon si on est en jour ou en nuit. Donc, simplement, pour ceux qui font un petit peu de qualité de l'eau, quand vous voulez voir les paramètres de la qualité de l'eau, vous allez aller dans modèle, paramètres du modèle, qualité de l'eau et paramètres sédimentaires. Vous avez en bas une section relative aux coliformes. Ici. Et donc, on a le T90 hours et le T90 night hours. Donc, c'est de l'heure. Le T90 est exprimé en heures. Pour tous les modèles antérieurs à la version 2021.1, on a simplement un T90. Donc, c'est le T90 pour le jour. Et à partir de la version 2021.1, on a un T90 également pour la nuit. Donc, vous aurez la possibilité d'utiliser cette fonctionnalité pour définir deux paramètres selon jour et nuit pour la dégradation des coliformes. Attention, ça, c'est uniquement possible de l'utiliser si et seulement si vous avez des données de radiation solaire dans votre données de pluie. Donc, quand on ouvre un fichier de pluie en format tabulaire, on a un onglet qui est pas mal sur la droite, Solar Radiation Data, pour les radiations solaires. Donc, il faudra absolument que vous ayez une colonne de radiation solaire qui soit là pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Les radiations solaires sont très importantes lorsque vous faites de la modélisation des coliformes ou la modélisation des algues, puisque ça va vraiment jouer au niveau de la radiation solaire, donc de l'ensoleillement. Vous aurez une croissance ou une décroissance par rapport au soleil. Voilà un petit peu pour les nouveautés que je souhaitais vous présenter. Je vais maintenant passer la main à Malo pour qu'il puisse vous présenter d'autres fonctionnalités qui seront axées notamment sur les modèles fluviaux, les outils géométriques.
Et ensuite, on essaiera d'échanger. Si vous avez des questions, on vous montrera un petit peu toute la suite. Donc, Malo, je te passe la main. Très bien, merci Harmonie. Donc, je vais récupérer la main pour pouvoir partager mon écran. Hop, ça y est. Je vais juste m'assurer que vous voyez le bon écran. C'est celui-ci, donc vous voyez ICM. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu des nouveautés dans les modèles fluviaux. Donc, pour ça, j'ai préparé un petit modèle dans lequel je voulais vous montrer qu'effectivement, auparavant, la construction d'un modèle fluvial était un petit peu lourde puisqu'il fallait suivre différentes étapes pour pouvoir construire les modèles fluviaux. Donc, vous connaissiez sûrement ces étapes qui sont dans ce menu-là. Là. Il fallait construire les sections depuis les lignes. Ensuite, il fallait construire les berges depuis l'extrémité des lignes. Il fallait faire les connexions de berges, etc. Tout ça était un petit peu complexe et on ne savait pas exactement dans quelle heure de le faire. Et on pouvait s'y perdre un petit peu. Aujourd'hui, depuis la version 10.5 ou 11.0, je ne sais plus exactement, vous avez un bouton tout construire. Et donc, en cliquant dessus, on a déjà, donc effectivement, il nous dit qu'il n'a pas fait de connexion de berge puisque j'ai pas de zone 2D autour. Mais effectivement, l'ensemble de notre bief rivière s'est construit avec toutes les sections en travers. Les connexions, il a testé, il a tenté, mais il n'a pas réussi. Il a créé les berges aux extrémités. Enfin, voilà, tout ça a été simplifié par l'ajout donc de ce petit bouton dans modèle bief rivière, tout construire, qui permet de faciliter, je pense, grandement, puisqu'effectivement, c'était quelque chose qui était assez complexe, de réussir à connaître dans quel ordre est-ce que il fallait faire les différentes étapes. Ensuite, je voulais vous présenter un deuxième outil donc, qui est de pouvoir rallonger les sections en travers. Donc, on peut très facilement, à partir d'une ligne de profil en travers, en utilisant les outils de géométrie. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très utilisé, et pourtant c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'outils là-dedans qui permettent de travailler nos données lors de la construction d'un modèle. Donc, vous pouvez étendre des liens, agrandir des sections en travers. Donc, si vous cliquez sur agrandir les sections en travers, vous pouvez choisir, par exemple, d'étendre la section en travers de 50 mètres sur la gauche ou sur la droite. Là, je vais faire 50 mètres sur la gauche pour vous montrer. Et vous allez voir le résultat. Donc, effectivement, ma ligne de profil en travers a été rallongée. On pourra ensuite la projeter sur le MNT pour l'agrandir, enfin pour récupérer des valeurs de code Z, parce qu'actuellement, effectivement, il a ajouté un point, mais il n'a pas ajouté de valeur de niveau de lit. Mais voilà, cette fonction pourra permettre d'agrandir très facilement vos profils en travers. Toujours en travaillant sur les profils en travers, vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité qui permet de redresser ces profils en travers, parce que souvent ce qu'on reçoit de la part des topographes, c'est pas forcément droit et c'est pas forcément l'idéal quand on crée un modèle. Donc il est possible de les rendre droits en utilisant toujours des outils de géométrie, qui est l'outil redresser les lignes sélectionnées. Donc en cliquant dessus, on va juste voir qu'effectivement, la ligne a été projetée en fait sur une ligne qui prend le nœud le plus à gauche et le nœud le plus à droite, enfin le sommet le plus à gauche et le sommet le plus à droite, et qui reprojette du coup la section de manière à la rendre droite. Donc ça permet de faire des modèles un petit peu plus propres et peut-être du coup de faciliter un petit peu la lecture des sections. Donc ça, je trouvais que c'était une fonctionnalité assez intéressante. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler des outils géométriques. Donc, je vais passer sur un autre modèle. Quand on fait de la construction de modèles, on va prendre celui-ci.
Non, on va pas prendre celui-là, on va prendre celui-là, autant pour moi. Hop. Donc du coup, quand on va éditer nos géométries d'un objet, donc disons un polygone par exemple, lorsqu'on modifie un sommet, on va pouvoir facilement voir les autres sommets des autres objets. De cette manière, on pourra plus facilement accrocher nos objets sur les sommets de manière à avoir des zones collinéaires et non plus des trous qui peuvent déranger, notamment lors du maillage. Je pense que vous êtes au courant qu'il ne faut pas trop laisser d'espace entre des objets. Donc voilà. Autrefois, on pouvait pas voir les sommets, et c'est vrai que de pouvoir voir les sommets exactement des autres objets quand on modifie une forme, c'est quand même assez pratique. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous montrer également, c'était sur les scénarios. Il a été ajouté beaucoup de choses sur les scénarios. Donc, quand on travaille sur un scénario, si on ajoute un nouveau scénario, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, ces scénarios, il y a un lien entre le scénario de base et les scénarios autres. Donc, si on supprime des objets d'un scénario, comme je vais le faire juste là, on pouvait autrefois voir les objets contenus dans le scénario de base. Donc ça, c'était déjà assez pratique. Désormais, il a été ajouté la possibilité de pouvoir sélectionner, donc là, je suis dans le scénario, de pouvoir sélectionner les objets qui sont dans le réseau de base. Donc voilà, je suis en train de sélectionner les bassins versants qui sont dans le réseau de base avec les conduites et les nœuds. Donc, je ne suis pas obligé de tout sélectionner. Et je peux restaurer les objets exclus que j'ai sélectionnés. Donc, je restaure dans le scénario par rapport au scénario de base. Dans les faits, je ne sais pas exactement comment on peut l'utiliser, mais je pense que ça peut être quand même une fonctionnalité assez intéressante. Toujours en lien avec ça, on voit également quels ont été tous les objets qui ont été supprimés dans le scénario. Donc ça, c'est valable pour tous les scénarios. On verra la différence entre les objets existants et les objets supprimés. Donc voilà, c'est intéressant. Et on peut aussi restaurer tous les objets supprimés avec ce bouton ici. Voilà. Ensuite, j'aurais aussi aimé vous parler d'une chose que je pense qui peut être aussi très intéressante. C'est dans l'urbain, c'est quand on travaille avec du 2D. Alors, est-ce que j'ai un scénario 2D? Oui, j'ai un scénario 2D. Il est désormais possible d'orienter nos bassins versants vers des sources ponctuelles 2D. Donc 2D point source. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'il y a une chose qu'on modélise toujours et qui n'est pas forcément correcte. En réalité, à chaque fois, on modélise nos bassins versants qui entrent directement dans nos regards. Sauf que ce n'est pas vrai, puisque nos bassins versants, la pluie elle tombe sur une surface, sur la surface d'un bassin versant, et après, elle rencontre un nœud et elle devrait rencontrer une perte de charge au niveau de l'entrée du nœud, au niveau de la valoir. Donc, en fait, ce qu'on peut faire désormais, c'est d'orienter le flux d'un bassin versant vers une source ponctuelle 2D. Et c'est une fois que l'eau est arrivée sur ce 2D que l'eau va pouvoir s'engouffrer dans le regard. Donc ça, je trouvais que c'était quand même un plus qui pouvait apporter quelque chose dans la modélisation. Et en plus de ça, j'ai découvert, j'ai trouvé des requêtes SQL qu'on va vous partager notamment dans le pack de requêtes SQL. Donc là, vous allez avoir un petit aperçu. Mais effectivement, il y a une petite requête SQL qui permet de créer des points sources 2D directement sur les BV, sur les nœuds qui sont exutoires de BV.
et donc automatiquement de faire ce dont je parlais, c'est-à-dire que le BV va orienter vers un point source 2D et non plus vers un regard. Et comme ça, on pourra voir la perte de charge qui se fait directement sur le nœud manhole, c'est-à-dire sur le regard. Voilà en gros toutes les fonctionnalités que je voulais vous présenter. Je pense que on va pouvoir passer, si vous le voulez bien, à vos questions. Je vois qu'on a une question là. Alors, Malo, je me permets là de te couper. On a eu une question de Cyril Janssen par rapport au redressement des lignes. Qui était du fait que est-ce que c'était juste du visuel ou est-ce que les longueurs étaient modifiées. Donc je viens faire le test et effectivement les longueurs sont bien modifiées. Alors après, dis-moi si je me trompe Malo, mais normalement cette fonctionnalité est utilisée, peut être utilisée potentiellement sur des lignes de profil en travers, mais pas que, c'est tout type de ligne. Et donc effectivement dans le cadre de lignes de profil en travers, c'est peut-être pas le mieux à faire de redresser une ligne qui a été faite par un géomètre, puisque vous aurez une longueur associée avec des points et vous risquez de changer cette longueur. C'est vrai. Effectivement, ça peut être critiquable, je suis d'accord, pas forcément utile pour des lignes de profil en travers. Ça pourrait être utilisé pour d'autres lignes, des lignes de berge, mais bon, voilà. Donc, bon, faut voir à l'utilisation comment l'utiliser. On a une autre question de Caroline Emma. Donc, qu'est-ce qui est le pack de requêtes SQL? Je vais faire une première réponse et Malo, tu compléteras, je pense. Donc, le pack de requêtes SQL, lors de la première session, on a dit qu'on ferait un petit pack, une petite base de données transportable avec plein d'outils d'aide pour construire vos modèles, analyser des résultats, etc. Le but, c'est d'avoir différentes requêtes SQL qui soient déjà prédéfinies et de le mettre dans cette petite base de données transportable. Donc, on avait parlé de certaines requêtes lors de la première session, mais Malo a d'autres requêtes dont tu peux peut-être mentionner, mais qui sera plutôt l'objet de la troisième session, qui serait inclus dans ce pack. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai récupéré quelques requêtes SQL auprès de l'éditeur là, qui réfléchit un petit peu à cette idée également de fournir des requêtes SQL aux utilisateurs. Et donc j'ai eu un peu en exclusivité quelques requêtes, j'ai eu cette chance. Et je pense qu'on va le partager avant Innovice, donc vous êtes aussi des chanceux puisqu'on va vous donner ça en exclusivité mondiale finalement. Donc j'ai quelques requêtes que je vais pouvoir vous partager dans les semaines à venir. Donc sur les biefs rivières, il y en a quelques-unes là. Et puis sur l'urbain, donc je vous les laisse ouvertes et puis comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça correspond. Moi ce que j'avais aimé, c'est effectivement cette redirection des bassins versants vers des points sources 2D que je trouvais intéressante, que je viens de vous présenter. J'avais aussi trouvé un truc sur les temps de séjour, les temps de trajet d'écoulement qui est basé sur la vitesse dans les conduites, qui est assez intéressante également. Et puis que voilà, il y en a quelques-unes que on pourra, que vous trouverez, vous aurez le bonheur de découvrir quand vous téléchargerez ces requêtes lorsqu'elles seront disponibles sur notre site internet, sur notre plateforme de téléchargement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole. Également, si vous préférez parler au lieu d'écrire. Caroline et main, effectivement, Ah non, c'était une question, pardon. C'était une question. Alors, une question vient d'arriver de Cédrina Léon. La question porte sur la différence entre ICM et SWIM. Alors, donc simplement, ce sont deux moteurs de calcul différents. InfoWorks ICM a un moteur de calcul qu'on appelle le moteur InfoWorks, qui a été développé entièrement par Innovice, anciennement Wallingford Software. Donc, c'est un moteur de calcul qui historiquement provient
d'InfoWorks CS qui a été amélioré pour ajouter des fonctionnalités d'InfoWorks RS pour le fluvial. Et le code de calcul et la résolution des équations de Saint-Venant sont écrites et sont le secret et la propriété d'Innovyze. C'est eux qui ont leur propre méthodologie, leur schéma de calcul. Maintenant, le moteur Swim, c'est en fait le moteur qu'il y a dans le logiciel EPA-Swim, qui est gratuit. Donc, ce moteur-là est un autre moteur qui résout les équations de Saint-Venant. Donc, c'est une autre méthodologie. Ce moteur-là a été réutilisé dans nombreux logiciels de modélisation qui sont payants, tels que PCSwim, XPSwim, InfoSwim, MyTurban pour certaines versions. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc, c'est une autre méthodologie de calcul. Et également, ça impacte aussi les ouvrages, puisque comme on résout de manière différente les équations, les ouvrages peuvent être représentés de manière différente. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des performances qui vont être différentes. Je pense que nombreux d'entre vous ont aussi choisi InfoWorks ICM récemment ou de manière plus ancienne de par sa performance. Donc, le moteur de calcul et la méthode de résolution des équations est vraiment très, très performante sur InfoWorks ICM et c'est ça qu'on peut noter comme grosse différence et également au niveau de la méthodologie de résolution des équations, notamment au droit des ouvrages où on arrive à avoir des calculs très stables. Maintenant, ce qui se passe du coup dans InfoWorks ICM, c'est simplement qu'on a rajouté le moteur Swim pour pouvoir permettre un échange avec tous les logiciels utilisant Swim. Historiquement, ça vient de l'historique d'Innovyze qui a fusionné avec XP Solutions et donc qui s'est retrouvé avec plein d'outils qui faisaient la même chose qu'ICM, notamment XPSwim et puis en Amérique, ils ont pas mal aussi d'InfoSwim. Donc l'idée, c'est d'avoir un seul outil, le plus performant, ICM, et de tout rabattre vers ICM. Donc, c'est une façon pour Innovyze d'avoir un seul et unique outil, mais également d'ouvrir des portes vers d'autres outils comme PCSwim, EPA-Swim, etc. Donc, ça te donne un avantage. Ce qui est essentiel à retenir pour les bureaux d'études, je pense notamment, lorsque vous répondez à un appel d'offres avec ICM, maintenant vous avez cette flexibilité d'exporter votre modèle très facilement vers du Swim simple, qui est totalement réouvrable dans un outil libre de droit. Donc, vous avez une plus grande flexibilité. Je sais que nombreux d'entre vous sont souvent revenus vers moi en disant comment faire. Le maître d'ouvrage impose de pouvoir réouvrir son modèle dans un outil libre de droit, on ne peut pas utiliser ICM, etc., etc. Là, vous avez une légère marge de manœuvre. Bien évidemment, il y a encore des petites contraintes parfois, puisque Swim, c'est pas non plus ECRAS. Donc, il y a diverses de choses à voir, mais ça vous donne une plus grande flexibilité qu'avant. Je me permets de rajouter, effectivement, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Harmonie. En fait, Swim, c'est le moteur de calcul développé par l'Agence de l'environnement américaine. Et donc, du coup, c'est un peu la norme aux États-Unis. Et donc, c'est un peu aussi, je pense, pour attaquer le marché américain et pouvoir réussir à vendre du ICM sur le territoire américain qu'ils ont intégré ce moteur de calcul dans ICM. Comme ça, les utilisateurs américains peuvent profiter de l'interface de ICM pour pouvoir avec le moteur Swim, quoi. C'est une des choses, mais pas que. Il y a quand même pas mal. Avant que ICM intègre Swim, ICM était déjà pas mal présent dans de grosses structures des États-Unis. Mais c'est vrai que l'État promeut et pas Swim. On a une autre question. Je me permets juste encore de terminer sur Swim. Il faut savoir quand même que Swim, c'est pas un moteur 2D. Il n'y a pas de 2D dans le moteur Swim. Donc, quand on fait du 2D, en général, c'est quand même mieux de rester sur de l'InfoWorks. Parce que le Swim n'inclut pas de 2D. On a une question toujours en rapport avec Swim qui est le fait de passer un modèle de ICM vers Swim. Donc, le rendu n'est pas très top et qu'il faut revoir tous les paramètres pour s'assurer de la qualité des résultats. Est-ce qu'on a une méthodologie de conversion ?
Oui et non. C'est-à-dire que c'est une complexité que vous aurez, quoi qu'il arrive, sur n'importe quel logiciel. À partir du moment où vous changez le moteur de calcul, même si on exclut ICM de tout ça, vous aurez des ouvrages qui sont représentés de manière différente, des calculs qui sont faits de manière différente, comme j'expliquais au début, et vous aurez forcément des recalages à faire. Donc, ce qui est important à voir dans la méthodologie, c'est déjà utiliser l'outil de validation le plus possible. Celui-là va vraiment grandement vous aider. Ce que fait en fait un Forex ICM, c'est ce qui traduit tout, il va recenser tous les champs, mais il ne va pas non plus inventer d'informations. Si l'information doit exister d'un côté mais n'est pas dans l'autre, il ne va pas pouvoir en inventer. Donc, il y a des notes de conversion lorsqu'il y a des conversions automatiques qui sont disponibles dans ICM. Donc, elles sont disponibles dans l'aide. C'est quelque chose qu'on peut vous traduire pour vous fournir, pour que vous voyez en fait comment se fait la conversion. Ce qu'on peut vous donner comme conseil, c'est d'utiliser l'outil de validation et après de lancer un recalage de votre modèle. Vous devrez dans tous les cas, à partir du moment où vous changez de moteur de calcul, repasser par un recalage du modèle, quoi qu'il arrive. Alors, on a une autre question qui est arrivée de Cédrine, toujours. Est-ce qu'il y a eu des modifications dans la construction des ponts comme pour la construction des biefs rivières? Bonne question, je ne sais pas. Malo? Non, non, tout à fait. Il n'y a rien eu de fait davantage sur les ponts. Pour les ponts, je rappelle d'ailleurs d'avoir une audience aujourd'hui, de pouvoir parler à plusieurs personnes. Ça me permet de vous conseiller. Nous, on aime bien quand même pouvoir vous le dire. C'est quand même, quand on fait des ponts, d'essayer de faire des conduites avec une berge frontale. C'est quand même plus stable que les ponts qui sont des objets vraiment complexes. Moi, je militais, alors avec Harmonie, ça a fait un petit peu des débats, on ne savait pas trop, on s'est posé des questions, mais puisque vous êtes là, on peut même vous poser la question à vous. Moi, je militais pour que le pont, l'objet pont tel qu'on connaît, on l'appelle non plus pont, mais plutôt ouvrage d'art. Parce qu'en fait, cet objet pont, il serait plutôt utilisé quand on fait un ouvrage vraiment complexe, avec beaucoup de piles, beaucoup d'ouvertures, des pertes de charge localisées connues, etc. Voilà, pour tout ce qui est des ponts simples avec juste une ouverture, un tablier, etc., nous, on vous conseille toujours d'essayer de faire des berges frontales avec une conduite. Au moins, c'est plus stable. On se pose moins de questions de savoir quels paramètres est-ce qu'on travaille, parce qu'il y a juste le coefficient d'entrée, le coefficient de sortie, la perte de charge en ligne dans l'ouverture et puis des coefficients sur le tablier. Alors que si on utilise le pont, il y a des pertes sur le profil d'entrée, le profil de sortie, etc. Enfin, c'est assez complexe. Donc, voilà. Si vous avez un énorme pont qui est un peu le centre de l'étude, sur lequel vous avez beaucoup de données, etc., vous pouvez utiliser l'objet pont. Mais si c'est un pont parmi d'autres et que ce n'est pas l'objet d'étude principal, nous, on vous conseille en tout cas d'utiliser plutôt des berges frontales et des conduites. Je suis en train de vous faire un petit sondage. Alors, comme ça, vous pourrez répondre à cette question. Eh ben, en parallèle, je vais répondre aux questions. Alors, Monsieur Janssen, Cyril Janssen, merci pour la question. Quid de la modélisation rivière avec alternance fossé et conduite? Alors, j'avoue ne pas trop comprendre la question. J'avoue pas trop comprendre la question, je suis désolé. Alors, si vous voulez, on peut vous donner la main. Si vous voulez, on peut vous donner la main pour que vous nous donniez la question et que vous preniez la parole, si ça vous intéresse. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez essayer de lever la main et je vous la donne. Allez, hop, c'est parti. Bonjour, Monsieur Janssen. Vous m'entendez bien? On vous entend très faiblement, mais on vous entend quand même. On répétera la question si les autres n'ont pas entendu. Alors, je vais essayer de parler un peu fort. La question, en fait, simplement, c'est pour rebondir sur les ouvrages d'art, en fait, comment modéliser une succession, enfin une rivière ou un fossé, hein, mais qui est une rivière, avec une succession en fait de conduites à l'intérieur de la rivière. C'est-à-dire qu'on va avoir sur, je sais pas, peut-être 1 kilomètre de rivière, 300 ou 400 mètres de conduite. Enfin, la rivière est canalisée, si vous voulez, très régulièrement. Bon, merci pour la question. Du coup, Harmonie, si tu as une idée, moi j'ai aussi une idée. Donc,
Oui, très simplement, on va à l'aval on va avoir le bief rivière qui va représenter le fossé ou la rivière, et à partir du moment où ça passe en buse, on va mettre un nœud de type break et mettre une conduite pour représenter la buse, tout simplement. S'il y a une grosse perte de charge connue ou pour caler le modèle, on peut rajouter ponctuellement des pertes de charge à l'amont de la conduite pour représenter l'entrée. Il y a également la possibilité d'utiliser des entrées ponceau et des sorties ponceau si vous avez des entrées bien spécifiques. Mais là, je pense que si on parle de fossé, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus restreint. Et normalement, simplement, vous mettez un bief rivière et vous passez avec une conduite tout simplement, et ICM saura gérer ça très bien. Je vous redonne la main parce que je pense que vous voulez dire autre chose. Alors, hop. Vous avez dû couper votre son par contre. Ah, vous avez enlevé la Il y main. a la réponse là par écrit, donc c'est on divise donc la rivière en autant de petits biefs. Oui, tout à fait. Donc, pour qu'un bief Oui, existe, il faut qu'il y ait minimum 2 sections en travers. Donc, s'il y a 100 mètres de rivière, 100 mètres de buse, 100 mètres de rivière, 100 mètres de buse, ben, on va faire 100 mètres de bief, une conduite de 100 mètres, 100 mètres de bief, une conduite de 100 mètres, etc., etc. Il n'y a aucune limite là-dessus. c'est ça. Et j'ajouterais aussi également que si vous faites on n'a pas parlé aujourd'hui, mais effectivement, si vous faites un modèle full 2D, il existe des objets conduites 2D qui permettent d'intégrer des conduites sans passer par du 1D. Voilà. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez nous envoyer un message tant sur Hydro. On va peut-être pas développer cela. Il y a une autre question de Caroline qui demande s'il est possible d'avoir l'équivalent des ponts USB-PR dans un Work ICM. Malheureusement, Caroline, non. Je sais que tu seras triste de cette réponse. C'est quelque chose que j'avais déjà demandé auprès de l'éditeur. Comme le moteur de calcul d'ICM est différent de celui d'InfoWorks RS, il y a eu un choix de fait pour représenter les ponts de la manière dont c'est fait avec l'objet pont dans InfoWorks ICM. Les ponts, donc, lorsqu'ils sont transférés de InfoWorks RS vers InfoWorks ICM. Alors attendez, je remets ma batterie parce que sinon ça va s'éteindre. Il y a donc des champs qui sont populés directement depuis les données de l'USBPR, mais ce n'est pas du tout le même calcul et on ne retrouvera pas du tout le même pont. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu non plus au développement, et la réponse malheureuse d'Innovaze est qu'ils n'en voyaient pas forcément l'utilité puisque RS est retiré, maintenant c'est ICM et les ponts sont modélisés comme ça. Il n'y a pas de plus que ce qui sera fait aujourd'hui pour aider le passage de RS à ICM. Alors, il y a une question de Mathieu Pansard, je te la pose, Harmonie, parce que c'est toi qui vas pouvoir répondre. Donc, sur l'utilisation de la radiation solaire dans les modèles qualité, est-ce que le module fait bien la différence entre les réseaux conduite, bief à ciel ouvert et le réseau canalisé? Très bonne question, dont malheureusement je n'ai pas la réponse. Donc, ce que je ferai, c'est que je regarderai ça en détail avec l'éditeur pour leur poser la question et vérifier que tout ceci soit bien fait de manière cohérente et qu'effectivement ce soit pris en charge que lorsque c'est à ciel ouvert, donc soit un canal, un bief et ce genre de choses. Donc je le note, je trouve un stylo, je le note et on refera une réponse par email. Simplement, donc je note ça. En attendant, je vous lance le sondage pour la question de Malo qui était de savoir si vous vouliez, vous pensez qu'il serait bien de retraduire l'objet pont par ouvrage d'art. On est à 67% de votants, donc c'est bien. 73.
On va clôturer le sondage. Donc, on partage le résultat. Donc, une grosse majorité de oui l'emporte sur retraduire l'objet pont par ouvrage d'art. Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera fait. Je suis navrée pour ceux qui ne souhaitent pas le traduire. En tout cas, ceux qui ont dit non, s'il vous plaît, écrivez-nous, soit dans les questions, soit dans le chat, pourquoi vous ne souhaitez pas que ce soit traduit. Mais comme vous le savez, en général, on essaye de prendre la voix de la majorité. Donc, sauf si vraiment remarque très pertinente et très intéressante, hein, qu'on partagera avec vous tout de suite, si vous l'écrivez tout de suite, quelque chose dont on n'aurait pas vu pour traduire cet objet de cette manière, dites-le nous, sinon je pense qu'effectivement ce sera traduit dans les prochaines versions comme ouvrage d'art. Ok, mais je pense qu'effectivement, ça permettra d'orienter davantage les personnes vers la berge frontale et du coup d'éviter quelques instabilités de calcul qu'on pouvait observer. Je me permets, Cédrine à Léon, j'ai vu que vous vouliez éventuellement prendre la parole, donc si c'est toujours le cas, vous pouvez nous lever la main. Ah, bah voilà, bah, je vous donne la parole. Merci, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On s'entend très bien. J'ai posé ma question peut-être après dans le chat, mais c'était pour réagir sur la préconisation de modéliser les ponts avec des conduites et des connexions frontales berges. Je voulais savoir si vous préconisiez de mettre une zone de stockage sur la largeur du pont pour pour ne pas perdre d'eau, sachant que ça empêche les transferts d'eau rive gauche, rive droite une fois que le pont est en charge. Moi, personnellement, ma réponse, ce serait, ça dépend de la taille du pont. Si effectivement on est sur un gros pont, on peut très bien mettre 2 berges frontales, une berge frontale pour la sortie du pont, enfin pour le début du tablier, et une berge frontale pour la sortie du tablier. Comme ça, dès que ça déborde au-dessus du tablier, ça va venir sur le 2D, et puis ça va re-rentrer à l'aval du tablier dans le bief rivière. Si on est sur un petit pont qui n'est pas très large, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire ça. Et effectivement, on peut mettre soit une zone de stockage pour éviter qu'il y ait du maillage sur le pont. Autre possibilité également, c'est simplement lorsque on a un pont, un objet pont, la zone de maillage ne maille pas sur l'objet pont. On définit les limites du pont et ça ne maille pas sur les limites du pont. Donc, même en ayant simplement coupé donc le bief rivière, on a la conduite plus, enfin là où les conduites plus la berge frontale. Le modèle 2D va mailler par-dessus. Donc, tout ce qui va déborder potentiellement va s'écouler sur le 2D, donc on ne perdra pas de volume. La seule différence, c'est si on est en full 1D. Si on est en full 1D, effectivement, notamment pour des questions plutôt de cartographie d'inondation, il sera intéressant de mettre une zone de stockage simplement pour ne pas avoir de disruption de la cartographie de la zone inondable sur le droit du pont. C'est vrai. Merci. Ça répond à votre question, Cédrine? Oui, merci. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? On n'arrive pas loin des 14 heures, donc les personnes qui ont des contraintes, n'hésitez pas à vous déconnecter. On ne veut pas forcément prendre tout votre temps. Ceux qui ont encore d'autres questions, nous, on reste là pour vous écouter et pour vous répondre. Et ceux qui ont des empêchements et qui doivent s'en aller car réunion ou toute autre chose à faire à 14 heures, on vous remercie et d'avoir participé, d'avoir écouté et d'être là. Alors, je vois qu'Audrey me demande, puisqu'on est en ligne, de regarder un petit peu les objets de géométrie. Alors, tu me parles un petit peu de 1D. Effectivement, c'est plus des outils qui sont vraiment plus pour le 2D. Dans les outils intéressants, on peut parler des polygones de diagnostic qui permettent de vérifier que nos couches de polygones sont propres. Des fermetures d'interstices et de chevauchements pour fermer les polygones, effectivement, qui seraient pas très propres. On peut parler également de
de l'objet de simplification, là, c'est-à-dire que si on a un gros modèle et qu'on aimerait juste modéliser les grosses conduites, on peut réduire on peut réduire le modèle en stockant la partie qui sera supprimée dans l'amont des conduites. Je pense que je vais faire un petit peu des fiches là-dessus pour vous informer de tout ça. Voilà. Une question de Caroline encore qui dit donc l'outil ajouter un nœud à l'intersection fonctionne à l'intersection profil en travers berge, point d'interrogation. Si oui, sur quel objet rajoute-t-il un point? Je ne vois pas de quoi elle parle, j'avoue. Ajouter un nœud à l'intersection. Bah écoutez, je connais pas exactement cet outil, je vais pas pouvoir vous en parler parce que c'est pas un truc que j'ai beaucoup utilisé, donc je vais regarder et puis je vous répondrai directement, Caroline, parce que j'ai pas de réponse à donner tout de suite là. Voilà. Je sais pas, Harmonie, peut-être que tu. Non, personnellement, je l'ai jamais utilisé. Après, a priori, en voyant l'interface, je réfléchis en même temps, hein, ajouter un nœud à l'intersection. Je pense que ça ajoute un point sur les deux objets. À chaud comme ça, c'est ce que je pense. Après, à vérifier ce que ça fera. Donc, on fera des tests et Caroline, on te fera un retour là-dessus. Je pense que ces questions-là qui restent un petit peu en suspens, qu'on fera peut-être plus, c'est qu'on fera un mail où on rappellera la personne qui a posé la question, mais également on fera un mailing global en rappelant les questions qui sont restées sans réponse pour que tout le monde, même ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas posé la question, aient également la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va clôturer s'il n'y en a pas d'autres. Alors, n'hésitez pas, hein, soit à lever la main, soit écrivez votre question. Les deux sont possibles. Ah, une question vient d'arriver. Dans les outils géométrie bassin versant, existe-t-il un outil pour diviser un bassin versant en deux sans avoir à les reconstruire? C'est une question de Mathieu Pansard. Je ne pense pas. Alors, ça va être ma réponse. Malo, tu en as peut-être une autre. C'est quelque chose qui est possible normalement de faire avec des polygones, des objets polygones, mais un bassin versant, même si géométriquement parlant, c'est un polygone, dans un Fourier système, c'est un objet différent d'un polygone. Donc, je ne pense pas à chaud comme ça que ce soit possible. Il y a peut-être une astuce de transformer le bassin versant en polygone, de le couper et de le retransformer, mais je ne suis pas sûre que ce soit plus rapide que de le reconstruire à la main, honnêtement. Ou une autre option serait de dupliquer le bassin versant et de modifier légèrement la géométrie des deux plutôt que de modifier un, d'en supprimer et de reconstruire à la main les autres. Malo, est-ce que tu as une réponse complémentaire à donner à ceci? Non, j'aurais eu la même réponse que toi. Ouais. Ok, une dernière question peut-être? De rien, merci. Beaucoup de gens, je vois, donc nous dit merci à nos réponses. C'est un plaisir de vous répondre. Je pense qu'on va clôturer là. On vous remercie à tous pour votre attention, pour avoir participé, avoir posé vos questions. Et on vous dit à la semaine prochaine pour vous parler de petits trucs et astuces, notamment pour analyser vos résultats.